Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer la 15e étape du Tour d'Espagne 2024. Dernière étape avant un deuxième jour de repos. On s'attendait à une étape de déglingo et c'est ce qui s'est passé, une étape de fou, une de mes étapes préférées de la saison 2024. Je vous le dis tout de suite, j'ai kiffé la lutte pour la victoire d'étape devant, entre Castrillo, Vlasov et Sivakov. J'ai kiffé ce qui se passait derrière dans le groupe maillot rouge et Ben O'Connor qui parvient à garder son maillot rouge. On reviendra au fur et à mesure sur tout ça dans la vidéo. Concentrons-nous pour l'instant sur le résumé d'étape. 21 coureurs présents dans l'échappée du jour, 17 plus 4 rencontres qui vont entrer, donc 21. À 55 km de l'arrivée, on franchit pour la deuxième fois l'Alto de la Colladilla. Il ne reste plus que 7 coureurs sur les 21 échappés. UAE a fait le boulot pour faire les cramages. Il faut dire qu'ils étaient 3 dans le groupe d'échappés. Marc Soler, encore une fois, Jevine. Vous pouvez noter que ces deux noms-là, c'était déjà les deux mecs qui étaient en soutien d'Adam Yates il y a 7 jours sur la 9e étape du Tour d'Espagne qui s'était conclue par une victoire d'Adam Yates. Donc UAE roule très fort et au sommet de cet Alto de la Colladilla, il ne reste donc plus que 7 coureurs. Jevine et Pavel Sivakov pour UAE, Quentin Paché et Stefan Kung pour Groupama, Alexander Vlasov pour la Red Bull de Roglic, c'est intéressant. Pablo Castrillo, qui avait remporté l'étape 12 du Tour d'Espagne, et Bruno Armirail, coéquipier du maillot rouge, Ben O'Connor. Derrière, c'est Soudal qui roule pour Mikel Landa. Peut-être voit-il en Pavel Sivakov, qui est devant et qui est le mieux placé au classement général, eh bien une menace pour le top 5 de Mikel Landa. Ou c'est ça, ou c'est que Soudal voulait jouer la victoire d'étape pour Landa, et à ce moment-là que Landa a indiqué à ses équipiers qu'il se sentait très fort. Si c'est le cas, c'est une erreur, c'est pas nouveau, mais on y reviendra. Tout ce petit monde entame une portion de vallée, donc la descente et la vallée, avant de se pointer au pied de l'ultime difficulté de la journée. On arrive au sprint intermédiaire. Petit drama sur lequel je souhaite revenir. Stefan Kung voulait jouer ce sprint intermédiaire, aller chercher les petits points et la prime qui va avec pour son équipe, mais la voiture UAE qui vient ravitailler Jevine l'empêche complètement de faire son sprint. Je trouve ça très limite, c'est une grosse faute, je trouve, de la voiture UAE. Alors certes, peut-être qu'on peut considérer que le sprint intermédiaire n'est pas très intéressant. En l'occurrence, ça ne concernait pas UAE, ça ne concernait pas Stefan Kung non plus. Maintenant, les coureurs sont dans leur droit le plus total de disputer ce sprint. Et à aucun moment, une voiture de directeur sportif ne doit venir embêter les coureurs à 200 mètres d'un sprint intermédiaire. Donc l'UCI a distribué des cartons jaunes l'autre fois aux coureurs Decathlon et à Victor Campenaerts pour barrage en tête de peloton et pour position illicite de Victor Campenaerts. J'espère que si on suit la logique, le directeur sportif qui conduisait la voiture prendra lui aussi un carton jaune. Sinon, l'UCI est à géométrie variable et ça ne serait pas nouveau. On passe le drama. Derrière, dans le peloton de 40 coureurs, Primož Roglic change de vélo. Pas d'incident en théorie. Quand on regarde un petit peu le matériel, on voit qu'il a mis une cassette avec une plus grosse denture à l'arrière. Un monoplateau, il m'a semblé voir, mais je suis pas sûr, vous me confirmerez dans les commentaires. Donc changement technique en vue des pentes terribles du Cuito Negro. Et c'est à ce moment-là, dans la vallée, que j'apprends que Félix Gall s'est fait larguer plus tôt dans l'étape. C'est une surprise parce que Félix Gall était un des favoris qui marchait le mieux lorsque la route s'élève. L'Autrichien, certainement malade, a beaucoup dévissé et éjecté du top 15 du général ce soir. Peut-être un abandon à suivre pour Félix Gall parce qu'en dehors d'une maladie, je ne vois pas ce qui peut justifier qu'il ait dévissé autant aujourd'hui. Allez, on entame la dernière ascension du jour en deux parties. Le Puerto de Parares puis le Cuito Negro. 18 km d'ascension. Dès le début du col, dans le groupe d'échappée, Jevine se gare après tous les efforts qu'il a accomplis pour son leader Pavel Sivakov. On perd également Bruno Armirail. Et quelques kilomètres plus loin, même sentence pour les deux coureurs de Groupama, Quentin Paché et Stefan Kung. Et c'est donc 3 mecs qui vont aller se disputer potentiellement la victoire d'étape au Cuito Negro. Pavel Sivakov, Alexander Vlasov et Pablo Castrillo, qui conservent encore 3 minutes d'avance à 14 km de l'arrivée. C'est une avance non négligeable. Ce qu'on peut constater dans ce groupe de 3, et même depuis le sommet de l'Alto de la Colladilla à 55 km de l'arrivée, c'est que UAE fait 90% du travail. Et dans la dernière montée, c'est Pavel Sivakov qui va faire la totalité du taf. Alexander Vlasov en protection du maillot rouge, qui a eu un ticket pour jouer son étape. C'est bien gardé de prendre quelques relais que ce soit à Pavel Sivakov. Même coup pour Pablo Castrillo, qui lui a pu se ranger derrière le fait qu'il est un coureur invité. Il pouvait utiliser cet alibi pour ne pas aider Pavel Sivakov,
qui lui était en mission remontada pour reprendre des places au classement général, lui qui encore une fois était le mieux placé au classement général. Dans le peloton, derrière, Soudal met en route progressivement à 8 km 500, c'est Mattia Cateneo, dernier équipier de Mikel Landa, qui va se mettre à accélérer. L'écart fond gentiment sur le groupe de tête, 2 minutes 30. On constate à ce moment-là qu'il ne reste plus que 13 bonhommes dans le groupe des favoris. Tous les favoris du général sont là, à l'exception de Sivakov qui est à l'avant et de Félix Gall qui, lui, je vous le disais tantôt, a perdu énormément aujourd'hui. À 6 km de l'arrivée, Mikel Landa attaque. Une attaque qui, on va le voir, va tendre l'élastique fortement pour bon nombre de favoris. Cependant, une attaque qui ne va rien engendrer puisque personne ne va perdre du temps et tout le petit groupe des favoris va rester groupé jusqu'au pied du Coutou-Negrou à 3 km de l'arrivée. On peut quand même constater que l'accélération de Mikel Landa aura eu le mérite de faire descendre l'écart avec les 3 de devant à 2 minutes. On entame le Coutou-Negrou et là, grosse surprise, alors que Pablo Castrillo faisait la gueule depuis le début de la montée et semblait souffrir dans la route Sivakov et Vlasov, et ben il met un pétard incroyable, ça m'a mis une décharge, je vous avoue, j'ai été complètement surpris, je ne m'attendais pas du tout à cela de la part de Pablo Castrillo. Faut dire qu'il luttait quand même contre deux gros monstres du World Tour, à savoir Pavel Sivakov, Alexander Vlasov, et qu'à ce moment-là, je ne le voyais pas faire mieux que 3e au Coutou-Negrou, et encore, je voyais quand même bien les favoris bouffer dans le dernier kilomètre. Donc déjà, grosse surprise de voir Pablo Castrillo attaquer. Sivakov continue sur son rythme, Vlasov ne rentre pas dans le jeu de Pablo Castrillo, et les deux hommes restent à 10-15 secondes de l'Espagnol, qui s'échappe à l'avant. Et lorsque derrière le groupe des favoris entame Coutou-Negrou, Florian Lipovic emmène gros train pour Primoz Roglic, et les deux Bora partent à deux, accompagnés seulement pendant un temps de Ben O'Connor. Là, j'avoue que je me suis dit que la messe était entendue pour Ben O'Connor. Certes, il avait tenté dans un premier temps de suivre l'accélération des Bora, à l'image de ce qu'il avait déjà fait par le passé, et notamment sur le Tour d'Italie contre Pogacar. Et je me suis dit, il va éclater, Roglic va s'envoler, ça va faire 3 minutes à l'arrivée. Ça y est, le maillot rouge de Ben O'Connor, c'est terminé. Et bien vous allez voir, ça va pas du tout être le cas, puisque lorsque Roglic va faire son effort à 2 km du sommet, et que Florian Lipovic va se relever, et bien Roglic ne va pas être capable de creuser plus que ça l'écart sur Ben O'Connor. Et on va même avoir la surprise de voir Enric Mas rentrer progressivement sur Roglic. Enric Mas qui, cette fois, à l'inverse d'avant-hier, est monté un souris, ne s'est pas précipité dans la roue de Roglic et a pu faire l'effort dans un second temps. Au kilomètre 300, à l'avant, les 3 mecs qui vont se disputer la victoire d'étape. Pablo Castrillo a une vingtaine de secondes d'avance sur Sivakov et Vlasov. Vlasov débouche distance Pavel Sivakov qui est au rupteur et Vlasov va rentrer au 800 mètres sur Pablo Castrillo. On va avoir 2 hommes pour se disputer la victoire d'étape. Alors, je vous disais tantôt que je ne voyais pas Pablo Castrillo déjà pouvoir distancer Sivakov et Vlasov au moment où celui-ci les a attaqués aux 3 km, c'était déjà une première surprise. Alors, lorsque Vlasov est rentré sur Castrillo, je me suis dit une nouvelle fois, pour Castrillo, c'est mort, c'est déjà incroyable ce qu'il a fait tout au long de la journée. Ça ne va pas être possible, et bien, en fait, Pablo Castrillo, il va attaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la 3e, Vlasov, il va serrer le moteur, et Pablo Castrillo va venir s'imposer au Coutou-Negrou, 2e victoire d'étape pour le jeune coureur espagnol de 23 ans. C'était une dinguerie. Les 500 derniers mètres, c'était une folie. Les pourcentages étaient complètement hallucinants, 25%. Dans certains secteurs, 24-25%. Et tous ces coureurs professionnels, pas à plus de 10 km/h, donc des images absolument folles. Un public espagnol, comme d'habitude, en folie. La Guardia Civile qui galère à laisser les supporters sur le bord de la route, c'était une ambiance dingue. En plus, il y avait le brouillard. Le tableau était fantastique pour une étape mémorable. Et c'est le jeune espagnol de la Kern Pharma, à 23 ans, équipe invitée, coureur invité, qui vient s'imposer au Coutou-Negrou. Fou, les poils que j'ai eu à l'arrivée, c'était un truc de fou. Avant de vous faire le classement d'étape, je reviens d'ailleurs sur ce qui se passe chez les favoris. Mas a distancé Roglic. Roglic va faire l'effort sur la ligne pour recoller Enric Mas. Et les favoris vont arriver les uns après les autres. Et vous allez le voir, je vous montrerai après le classement général. C'est que malgré une étape et une dernière montée absolument terrible, très dure, eh bien les écarts sont assez petits. Mais j'y reviens juste après. On passe au classement d'étape. Pablo Castrillo, grosse surprise de la journée, une très belle surprise, vient l'emporter devant Alexander Vlasov, qui a craqué mentalement dans les 300 derniers mètres contre le jeune espagnol. Je pense qu'il s'est dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Pavel Sivakov vient faire 3e à 31 secondes. Extraordinaire étape de Sivakov qui a fait toute la dernière montée en tête tout seul. Que Sivakov se fasse battre par Castrillo qui est resté dans la roue, ça ne me surprend pas. En revanche, que Castrillo vienne pulvériser Vlasov qui a eu les mêmes conditions de montée que Castrillo, alors ça c'est une surprise absolue pour moi. Voilà, le podium d'une étape auquel je ne m'attendais absolument pas. Je vous avais dit hier que je voyais Roglic, Mas et Landa truster le podium. Ben voilà, Castrillo, Vlasov, Sivakov, génial. Enric Mas, meilleur des favoris, termine 4e, dans le même temps que Primož Roglic, 5e. Encore une bonne placette et une bonne montée pour Mathias Kjelmose, qui fait 6 à 1,09 à 5 secondes de Roglic et Mas. Richard Carapaz fait 7 à 1,13, Sepp Kuss 8 à 1,22, Mikel Landa 9e à 1,27. Mikel Landa qui a fait rouler ses équipiers une bonne partie de la journée, certainement plus pour l'étape que pour la défense de sa position générale contre Sivakov. C'est décevant de la part de Mikel Landa et surtout que ce n'est pas la première fois. En 2020 sur le Tour de France, à l'époque où il courait chez Bahreïn, il avait mis ses gars en route très loin de l'arrivée. Bahreïn avait fait tout le travail sur une étape qui avait été remportée par Lopez devant Roglic et Pogačar. C'était à peu près le même final qu'aujourd'hui, mais en France. Je ne me rappelle plus le nom de la dernière montée. Mais voilà, Landa est quand même coutumier du fait d'envoyer ses équipiers au charbon et de ne pas être capable d'assurer le boulot de son équipe dans les derniers kilomètres. Donc, étape décevante que je juge pour Landa. David Gaudu clôture le top 10 à 1,37. Ben O'Connor, maillot rouge, est 11e à 1,42. Florian Lipovic qui a fait un travail de malade pour Primož Roglic, termine lui 12e à 1,46. Je termine avec Adam Yates, 13e à 1,59. Et Carlos Rodriguez, qui est le favori qui a perdu le plus de temps, termine lui à 2,10 en 15e position. Au classement général, Ben O'Connor conserve son maillot rouge, 43 secondes d'avance sur Roglic. Ben O'Connor qui n'a perdu que 38 secondes sur 7 montées du Quito Negro contre Roglic. Incroyable, encore une fois, ça je ne l'attendais pas. Enric Mas, toujours 3e à 2,23. Il ne perd ni ne gagne de temps sur Roglic, statu quo. Richard Carapaz est 4e à 2,44. Mikel Landa, 5 à 3,5. Florian Lipovic qui a fait le boulot pour Roglic et qui vient récupérer une place au général et qui devance maintenant Carlos Rodriguez en vue du maillot blanc, est 6e à 4,33. David Gaudu, bonne étape de David à son niveau, 7e à 4,39. Carlos Rodriguez, 8e à 4,40. Difficile pour Rodriguez aujourd'hui. Kjelmose intègre le top 10 et 9e à 4,51. Et Pavel Sivakov, avec tout le travail du AE aujourd'hui, intègre le top 10 à 5,12. Ça se fait au détriment de son coéquipier Adam Yates qui est lui désormais 11e à 5,34. Sepp Kuss est 12e à 7,08. Et je finis avec Alexander Vlasov, deuxième de l'étape du jour, qui est maintenant 13e au général à 9,17. Des 13 favoris qu'on suivi ces dernières journées, le seul qu'on ait véritablement perdu sur cette étape, c'est Felix Gall, qui finit extrêmement loin. Je ne sais même pas s'il a terminé l'étape. Je pense qu'on en reparlera mercredi, prochaine sortie de vidéo. Certainement un abandon à suivre pour Felix Gall en fonction de comment ça se passe pendant la journée de repos. Au niveau des 3 points de la journée que j'aimerais faire avec vous, tout d'abord, numéro 1, évidemment, Pablo Castrillo vient claquer une deuxième victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. C'est un coureur invité d'une équipe invitée Kern Pharma. L'Espagnol à 23 ans sur son tour national se révèle absolument aux yeux du monde entier. Je ne connaissais pas son nom il y a 2 semaines et il éclabousse de tout son talent cette édition 2024 du Tour d'Espagne. Là, il s'est quand même payé le scalp d'Alexander Vlasov et de Pavel Sivakov qui sont quand même 2 gros noms du World Tour. Donc incroyable performance du jeune Espagnol. Qui plus est, dans les conditions auxquelles il les a réalisées, dans la dernière montée, il secouait la machine dans tous les sens. Il avait l'air complètement cuit. À 3 km, au moment où on rentre dans le Quito Negro, de nulle part, il nous sort une attaque tranchante, hein. C'est pas la petite attaque et puis je reste bloqué à 5 mètres. Hein. Non, c'est je prends 20 secondes sur Sivakov et Vlasov. Et Vlasov qui a eu les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il est resté lui aussi dans la route Sivakov dans la dernière montée, lorsqu'il a fait l'effort pour entrer, jamais il a été en mesure de surpasser à Pablo Castrillo. Donc Castrillo, il nous fait une deuxième semaine du Tour d'Espagne. Fabuleuse, fabuleuse. Il a déjà franchi 2-3 caps sur ce seul Tour d'Espagne. Il était à l'avant il y a 7 jours lorsqu'Adam Yates a gagné sa victoire d'étape et il avait quand même craqué au fur et à mesure des différentes montées. Là, il est à un niveau stratosphérique. Je suis curieux de voir la suite avec ce coureur et on va le savoir assez vite. Apparemment, il aurait signé un contrat chez Ineos pour l'année 2025. Donc, on verra comment ça se passera. Maintenant, je vous avoue que lorsque j'ai lu qu'il avait signé un contrat avec Ineos, j'ai un petit peu grincé les dents. Parce
que Ineos a quand même l'habitude de broyer 2 km les coureurs qui rentrent dans leur équipe. Donc, bon, en toute honnêteté, c'est pas l'équipe dans laquelle j'aurais souhaité le voir. J'aurais préféré le voir chez Visma ou UAE, et même dans le meilleur des cas, chez Soudal. Parce qu'on le sait, Evenepoel cherche des équipiers pour la montagne. Et Soudal, je trouve que ça aurait fait une magnifique équipe de transition pour Castrillo, mais la loi des contrats et des finances fait que Pablo Castrillo ira chez Ineos et on verra ce qu'il fera. Pas facile de marcher chez Ineos, donc à suivre. Deuxième point de cette journée que j'aimerais voir avec vous, c'est le statu quo des favoris de façon générale. Ben O'Connor a gardé son maillot rouge. Primož Roglič, qui devait écraser aujourd'hui l'ensemble de la concurrence, n'en a rien fait. Il a fait l'effort, il a essayé, mais physiquement, il a coincé. Enric Mas est rentré sur lui, il a même dépassé un temps. Mikel Landa a fait lui rouler son équipe toute la journée pour un résultat très moyen à l'arrivée. Et ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'entre Mas, qui termine 4e et donc meilleur des favoris sur cette ascension, et Rodriguez, qui termine lui 15e de l'étape et qui est le moins bon des favoris, ça se joue en 1,06. 18 km de montée, 3 km d'ascension dans le Quito Negro avec des pourcentages max à 24-25%, et on a 1,06 d'écart entre l'ensemble des favoris. Ça, c'était pas attendu. C'était absolument pas attendu. En revanche, ce qui est très bien, c'est que ça va nous garder beaucoup de suspense dans les dernières semaines, puisqu'on voit bien que le niveau est très proche entre les 12 mecs qui vont se jouer le général maintenant. Allez, troisième et dernier point que je veux aborder avec vous, c'est l'équipe UAE qui nous fait vraiment le spectacle en tête de course depuis qu'Almeida est rentré à la maison il y a 8 jours maintenant. Ils ont fait un copier-coller de ce qu'ils avaient fait la semaine dernière avec Adam Yates. Ils ont mis Jevine et Marc Soler en protection d'un leader. Cette fois, ce n'était pas Adam Yates, mais Pavel Sivakov. Et ils ne sont pas passés loin de la vérité, parce que Sivakov nous a fait une dernière montée excellente. Excellente, vraiment. Je rappelle, encore une fois, que Castrillo et Vlasov sont restés dans la route Sivakov, donc très bien joué de la part du AE, qui étrille tous les échappés chaque fois qu'ils se mettent en surnombre dans l'échappée. Donc c'est très intéressant. Alors certes, sur l'étape du jour, ça ne paye pas. Il ne remporte pas la victoire d'étape, contrairement à la semaine dernière. Sivakov se replace 10e au général. J'imagine que ce n'était pas ce qui était souhaité, d'autant qu'en fait, il prend la 10e place d'Adam Yates, son coéquipier. Mais ce que je veux retenir surtout, c'est l'attitude plus des mecs du AE qui font vraiment tous les efforts qu'il faut pour essayer d'obtenir quelque chose de ce Tour d'Espagne, alors que c'était quand même mal barré, encore une fois, après la 8e étape et l'abandon d'Almeida. Petit point positif quand même pour UAE, c'est qu'on peut constater au terme de cette étape que Jevine recolle au classement du grimpeur à Wout van Aert. Les deux se partagent la première place du maillot blanc à poids bleu avec 46 points chacun. Et il y aura encore du terrain en dernière semaine pour que Jevine puisse passer devant Van Aert et remporter ce classement distinctif. Il faudra quand même attention, Castrillo est à 37 points et à 9 petites longueurs de Van Aert et Jevine. Allez, c'est tout pour les faits marquants, les 3 faits marquants de cette journée. On passe au descriptif des étapes 16 et 17 de mardi et de mercredi de la semaine prochaine. Je vous fais les deux parce que je ne pourrai vous faire de débrief que mercredi. Étape 16, mardi, 181 km 300, on arrive au Lagos de Covadonga, montée classique du Tour d'Espagne qu'on visite fréquemment. Je ne sais pas vous dire si c'est l'échappée ou le groupe des favoris qui se jouera une victoire d'étape au lac de Covadonga, où Red Bull joue l'étape et Roglič et Mas vont se disputer la victoire d'étape, où une échappée se barre, et à ce moment-là, au vu des jambes de Pablo Castrillo et des coureurs de UAE, Jevine monte en puissance. Ouais, c'est peut-être les deux noms qui sortent pour moi, que j'ai en tête, là, si j'imagine une échappée aller au bout mardi. Et mercredi, l'étape 17, qui arrivera à Santander, 140 km, une étape de moyenne montagne. La deuxième partie est plutôt tranquille. Je vois bien une étape pour sprinters qui n'ont eu que très peu de chance depuis le début du Tour d'Espagne. 2 victoires pour Groves, une pour Van Aert, une pour Pavel Bittner dans les arrivées massives. Il y a de bonnes chances quand même pour que Alpecin mette en route mercredi pour que Caden Groves aille chercher une 3e victoire d'étape. Wout van Aert sera aussi intéressé. Si Pavel Bittner arrive à passer les 2 grosses difficultés sur la première moitié de course, il sera un candidat également à une victoire d'étape à Santander. J'y crois peu pour l'échappée mercredi et je vois donc bien un sprint massif. Duel, Wout van Aert, Caden Groves. Allez, c'est tout pour moi pour le débrief de cette 15e étape que j'ai adoré véritablement.
Le Tour d'Espagne est loin d'être conclu et tout reste à faire en cette dernière semaine. Donc encore de très belles choses à voir de l'ensemble des coureurs de ce Tour d'Espagne. Je vous retrouve mercredi pour débriefer étapes 16 et 17 du Tour d'Espagne 2024. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut, ciao!